Bien bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Nous créons sans le savoir le paradis pour nos futurs descendants. Alors il faudra quelques siècles encore d'évolution, peut-être 2, 3, 4, 5 siècles, peut-être 10 siècles. Peu importe, l'humanité, elle a le temps en réalité. Mais cette finalité, selon moi, est irrépressible. On tend vers cet état de perfection. On cherche à atteindre, sans le savoir évidemment pour l'instant, mais cette prise de conscience est très proche en fait. Et à partir du moment où on prendra conscience de ce qu'on construit de façon inconsciente, eh bien, on le construira en évitant l'antagonisme, la guerre, la violence, etc. On travaillera d'un commun accord pour atteindre cet état-là, pour faire de cette planète le paradis qu'elle est supposée faire, parce que quand on se promène, voilà, on voit bien que c'est un paradis potentiel et que le seul enfer que nous y trouvons, eh bien, c'est l'homme qui le crée. Donc, une fois que l'homme sera pacifié entièrement, euh, qu'il ne sera plus un loup pour l'homme, qu'il aura atteint un système universel, donc la fin des guerres, des violences, des jalousies, des prédations, etc. Eh bien, il aura un autre état d'esprit. Ce sera un autre. L'humanité aura atteint un état d'esprit de fraternité absolue, de bienveillance absolue, d'amour absolu en réalité. Et donc, on aura atteint le niveau de l'amour absolu et avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire l'accession au bonheur suprême qu'est l'extase. En fait, quand il n'y a plus de peur, plus d'angoisse, qu'on est dans la possibilité de la contemplation, donc que tout est réalisé, qu'on n'a plus besoin de travailler comme aujourd'hui on le fait sur cette planète, de façon, on peut dire, esclavagiste. On y passe un tiers de notre temps, un autre tiers on dort, et donc et en plus dans des boulots de contrainte pour la plupart d'entre nous. Peut-être il y a 1% ou 2% de la population qui a un travail qui est épanouissant, qui est pas maltraitant. Mais c'est anormal de construire l'humanité sous cette forme-là. Si on prend un peu du recul, on se dit mais pourquoi on arrive sur cette planète? Pourquoi l'homme n'a pas encore compris qu'il doit donner les, les, une vie, la meilleure vie possible aux êtres humains qui sont ses frères d'une certaine manière. Et donc, pourquoi on a servi pourquoi certains asservissent d'autres êtres humains, pourquoi ils leur gâchent leur existence, pourquoi ils brisent leur existence à travers la guerre, pourquoi ils les conduisent à un semi-esclavage, à travailler juste pour pouvoir survivre. Enfin, toutes ces hontes humaines qui sont juste liées à notre évolution inconsciente, parce qu'on n'a pas encore pris conscience de la beauté qu'est cette planète et du potentiel qu'il y a, et que ça serait tout profitable à chacun d'accéder à ces vies paisibles et ces vies heureuses. Ça serait profitable autant pour ceux qui aujourd'hui croient prendre plus de plaisir à abuser autrui qu'à être fraternels, simplement parce ils n'ont pas compris l'intérêt de la fraternité. Voilà. Alors, je vais continuer pour démontrer un peu ma théorie. Je m'appuie de temps en temps sur des livres. Et là, c'est sur cet ouvrage de Louis Vallon, un homme politique du siècle dernier, et qui a écrit cet ouvrage en 1957. Il l'a publié. Et il réfléchit, donc c'était un ancien résistant, et il réfléchit en fait il réfléchit
il réfléchit à l'universel, du nationalisme, comment on est en train de passer du nationalisme à l'universel. Alors, il a été un de ceux qui ont sans doute œuvré d'une manière directe ou indirecte à créer l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Donc, l'idée même de l'universel qui se concrétise, qui peut se concrétiser. Pour l'instant, l'ONU est encore dans ses balbutiements. Elle est, on pourrait dire, dans son adolescence, avec toutes les injustices qu'elle peut émettre et ressentir. Mais elle atteindra sa maturité. Et donc, elle sera le système qui prendra en charge l'humanité. Et ça ne sera plus un de ses fils, comme aujourd'hui les États-Unis, qui s'incarnent les maîtres du monde ou les gendarmes du monde. Voilà, donc quand l'ONU sera conséquent et juste, le monde n'aura plus la possibilité de la violence en réalité. Parce que ça sera un petit peu comme un père qui peut dire « Stop, là tu arrêtes d'embêter ton frère ». Voilà. Et c'est tout, et sinon, voilà, j'ai les moyens de te neutraliser. Donc, on tend vers cela en réalité. Alors, voilà, il a œuvré à ça. Et donc, je vais reprendre, c'est la troisième partie de ce sous-chapitre-là, consacré à le nationalisme et l'organisation politique du monde. Donc, c'était une critique un peu du nationalisme. Et c'est la troisième partie de ce chapitre. Je le lis, je découvre en même temps et je commente. Allons-y. L'unification du monde se fera-t-elle pacifiquement ? Voilà la question. Est-ce qu'on arrivera à cette unité de façon pacifique ? Il y a plein de choses qu'il ne connaissait pas, évidemment, Louis Wallon en 1957, quand il a publié cet ouvrage. Il n'avait pas la même visibilité qu'aujourd'hui on pourrait avoir vis-à-vis de cette évolution. Même si aujourd'hui on a l'impression qu'on est en involution, qu'on va plutôt vers les nationalismes. C'est très possible que ça soit une étape de cette évolution qui soit obligée de passer par ce sentiment nationaliste. Mais c'est pour mieux aller vers l'universel. Et il ne pouvait pas, par exemple, imaginer que la pollution, le dérèglement climatique pouvait être un moteur d'unification. Puisque bientôt, un jour ou l'autre, on ne pourra plus toucher à la planète. Les hommes, véritablement, ceux qui sont un petit peu à la gouvernance et qui aujourd'hui avancent tête baissée sans trop réfléchir, au G7, au G20, à l'ONU, etc., qui prennent des décisions, seront contraints peut-être de prendre des décisions radicales et puissantes, fortes. On ne peut plus couper d'arbres sur cette planète parce qu'il y a un problème. On ne peut plus polluer les mers, on ne peut plus polluer les océans, on ne peut plus polluer les rivières, et donc il faut qu'elles passent au patrimoine universel. Donc, une montée vers l'universel peut se faire juste par ce genre de choses, par exemple. Ou par la guerre, par une guerre qui serait dévastatrice et qui, véritablement, à la sortie de cette guerre, les hommes, comme ils l'ont fait en 14 et comme ils l'ont fait en 39, d'abord en créant la Société des Nations, puis l'ONU, dire là, c'est fini, l'ONU, il faut qu'ils prennent le pouvoir. Chaque nation doit donner ses armes à l'ONU. C'est l'ONU qui devient le maître de la partie et les nations doivent s'écraser derrière. Voilà, c'est très possible que ça passe comme ça. Alors, donc l'unification du monde se fera-t-elle pacifiquement ? Je commence à lire. Notre époque bouleversée ne possède plus la foi superstitieuse dans le progrès, qui fut naguère celle de la bourgeoisie, avant de devenir plus tard celle des masses populaires. Il peut parler du 19e siècle, ça a été comme ça, la foi au progrès, elle était considérable. Et malheureusement, lui, il parle juste après la catastrophe
de 39-45 qui a utilisé le progrès dans les pires des conditions, soit pour détruire avec des armements hallucinants, soit pour créer les camps de concentration et puis le gaz mortel. Bon, bref, on voit bien à quel point là le progrès, on ne pouvait plus le regarder, le béatifier en somme. Cerné par le flot de problèmes qui l'assaillent, l'homme tente souvent de les résoudre par un recours plus ou moins déguisé à la violence. Et c'est souvent comme ça, mais il a raison. Bien sûr, c'est l'inconscience qui nous fait résoudre les problèmes par la violence. C'est valable entre deux individus dans un bar ou à l'école, dans la cour de récréation. S'ils n'ont pas la conscience qu'ils peuvent régler le problème autrement, ils en passent par la violence. La science et la technique ont accru de façon si gigantesque sa puissance que celle-ci semble parfois se déployer d'elle-même comme si, par une suite de réactions en chaîne, elle avait échappé à tout contrôle et tendait irrésistiblement vers le chaos. C'est le sentiment que ça nous donne, évidemment. Mais, évidemment, on flirte avec ce chaos. C'est comme ça que l'humanité évolue. Mais, pour l'instant, on l'a toujours dépassé. On l'a toujours neutralisé. On a souvent été au bord même dans l'histoire. Avec Romano Guardini, alors je ne connais pas, nous devons donc constater que l'homme, ouvrez les guillemets, n'a pas encore son pouvoir en son pouvoir. Fermez les guillemets. Je vais essayer de savoir qui est ce Romano Guardini. La conquête d'un surpouvoir pourrait imprimer à l'histoire quelques tournants nouveaux. La conquête d'un surpouvoir, c'est-à-dire de l'ONU, je pense. Manifestement, le temps de l'unification politique du monde est proche. Il a ressenti ça, bien sûr, et moi je peux le dire encore plus, puisque je suis presque un siècle après lui. Il s'agit d'écarter le dénouement désastreux d'une unification par les armes. On a jusqu'à présent maîtrisé cette chose-là. Depuis la dernière guerre mondiale, il n'y a plus de guerre mondiale. Mais on voit bien que ça titille, là, les guerriers, les agressifs. Pour l'instant, le trait caractéristique de la vie humaine est le danger. Les colossales réserves d'énergie naturelle et humaine rendues disponibles par la science et la technique, sont susceptibles de produire des destructions d'une étendue encore imprévisible. Et il avait raison, bien entendu, on a vu ce que ça conduit au niveau du climat. Avant l'explosion d'Hiroshima, personne n'avait conscience de cet accroissement gigantesque du pouvoir de l'homme. Avant Hiroshima, bien sûr, Hiroshima, ça a été une marque terrible dans l'évolution de l'humanité. Bien des forces obscures que Keyserling nomme telluriques restent également actives dans l'inconscient des peuples si leur déchaînement ne détruit pas l'humanité au-dedans de l'homme et dans le monde, une civilisation mondiale mieux adaptée à notre époque de masse pourra ouvrir des voies nouvelles à l'avenir d'une humanité plus fraternelle. Bien entendu, il avait une foi en l'universel et je l'ai, cette foi totale. Pour l'instant, telle est l'alternative, écrit-il. La guerre thermonucléaire ne constitue pour personne un but en soi. Bien entendu, ça ne peut pas être le but. Et c'est là où ça devient, où les belliqueux occidentaux, européens et notre chef de l'État en fait partie, faut se le dire, et russes et américains, etc. C'est hallucinant, quoi, d'avoir cette inconscience de pouvoir encore donner des coups de menton et vouloir écraser l'autre dans un monde qui donne toutes les clés qu'il va vers l'unification. C'est comment être aussi stupide, ça paraît inouï en fait, mais c'est comme ça que l'humanité doit se construire. Donc il faut que ça se réalise comme elle doit se réaliser.
elle ne peut être envisagée que comme un moyen terriblement dangereux à employer. C'est bien pourquoi une guerre générale paraît improbable, sans être toutefois sûrement exclue. Il était en 57, il écrit ça. Malgré la divergence de leurs systèmes sociaux et la concurrence de leur volonté de puissance, les États-Unis et l'Union soviétique ont intérêt à favoriser d'un commun accord le développement des activités d'une organisation comme celle des Nations Unies. Ils l'ont fait à cette époque-là. Et depuis que le capitalisme a vaincu le communisme, depuis qu'il a écrasé son concurrent, il est devenu tout puissant, et en devenant tout puissant, il est reparti il a écrasé l'ONU, en fait, il a voulu prendre la place de l'ONU. Donc, c'est un moment même, c'est le pire moment pour l'ONU, en somme. Et évidemment, ça va évoluer, mais je continue. Le recul de la violence pourrait donner un sens nouveau à l'histoire, dans un monde qui tend à devenir insensé, alors que chacun s'y réclame de la raison. C'est ça. Les facteurs historiques peuvent toutefois l'emporter sur les efforts conscients de la raison et faire échouer l'organisation pacifique d'un pouvoir mondial. Oui, l'histoire de l'humanité, moi j'y crois pas à l'échec, mais bon, c'est clair qu'on est obligé de pouvoir entrevoir cette possibilité, puisqu'on flirte avec ça. L'histoire de l'humanité s'enfoncerait alors dans une impasse d'où elle ne pourrait sortir qu'à reculons parmi les ruines de notre civilisation, à travers des violences barbares et des convulsions prolongées. Bien sûr qu'on pourrait passer par une étape telle qu'elle. L'humanité tend-elle vers un but final, et quel est-il ? La question, il se la pose à cette époque-là. Qu'est-ce qu'il dit, lui ? Nous n'en savons rien. Moi, maintenant, j'essaye d'éclairer cette chose. À l'époque, il ne pouvait peut-être pas le dire. Le domaine de l'imprévisible est plus grand que jamais, et notre époque rejoint les siècles noirs où rien ne se devine. Maintenant, c'est peut-être le moment d'éclairer. C'est peut-être le moment où l'éclairage arrive. Voilà, moi, je pense l'inverse. À l'époque, il ne pouvait pas le penser, parce qu'il y avait encore la lutte entre l'URSS et le capitalisme. On ne voyait pas d'issue à ce niveau-là. Maintenant, on est dans un monde qui est beaucoup plus universel, finalement, que cette époque-là. Tout est incompréhensible autour de nous. La présence des vivants sur la terre, l'oiseau qui passe dans le ciel. Comment pourrions-nous comprendre notre destinée ? C'est tout le travail de l'humanité, de la mécanique universelle. Voilà. Comment pourrions-nous comprendre notre destinée ? En lisant la mécanique universelle. On peut la comprendre, selon moi. Devons-nous conclure comme Léon Tolstoï dans La guerre et la paix, l'histoire ressemble à un sourd qui répondrait à des questions que personne ne lui pose. C'est magnifique comme façon, mais Tolstoï croyait au progrès, croyait que l'humanité finirait par atteindre la perfection, comme Victor Hugo, comme voilà, cette époque était des espérants, on va dire, des espérants à côté. Non, car ce serait renoncer à la victoire éventuelle de l'homme sur ses propres déterminismes et sur ceux de la nature, que le développement de la civilisation, malgré les dangers et les risques qu'il recèle, permet d'espérer avec confiance, sinon avec certitude. À son époque, il était avec confiance. Aujourd'hui, moi, je préconise d'être dans la certitude. Voilà cet ouvrage magnifique que je pense vous pouvez trouver sur Internet d'occasion. Et sinon, si j'avais le temps, je le mettrais en ligne parce que j'ai lu que ça. Je pense que la suite, les conditions d'une victoire de la liberté au sein d'une économie du genre humain, c'est le chapitre qui vient. Il doit avancer encore plus loin là-dedans, dans cette réflexion. Peut-être qu'il amène des certitudes, justement. Moi, je me suis contenté de lire ce chapitre pour éclairer son travail.
Voilà, et je vais arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, établir des liens avec d'autres sites, travailler à la mécanique universelle, à développer cette théorie qui est pour tout le monde. Elle appartient à personne. C'est pas voilà, c'est un travail commun en réalité. Donc, si vous avez des aptitudes pour développer un site, pour faire quoi que ce soit, vous pouvez m'envoyer un petit message et ça sera avec plaisir qu'on trouvera des façons de travailler ensemble. Voilà. Et puis, vous pouvez laisser des commentaires et vous pouvez surtout aussi aller visiter le site Mécanique Universelle où depuis 25 ans, j'essaye de démontrer cette théorie. Merci beaucoup de votre visite et merci de votre tolérance et des petits mots que vous mettez et de votre présence, même si vous écrivez rien, je sens votre présence dans mon travail. Voilà. Je vous remercie. À très bientôt.